Touane Anne Tonquin, 27 août. Italique. Lettre, trois petits points. Le lendemain de la prise de Touane Anne, je vous écris, note, à Oirda sans doute, dans ma chambre encombrée des bibelots de pillage, des lances, des monstres, du vieux Chine, des débris bizarres jusqu'à des chevelures. Village, pagode, tout incendié, tout pillé. Imaginez des blessés qu'on achevait à coups de baïonnette, de pauvres mourants, des prisonniers qui demandaient grâce, et qu'on enfermait dans des cases en tas, avec beaucoup de paille dessus. Ensuite, aux quatre coins, on mettait le feu. Tourane, 28 août, le lendemain. Écriture droite. Quitter Touane Anne pour Tourane, un petit pays qu'on nous a donné à garder et où on nous oubliera longtemps, je le crains. Il faudra s'y habituer et peut-être y passer l'hiver. Hélas, quel tombeau lointain et étrange. Une grande baie entourée de montagnes sombres, une petite rivière, et au premier tournant parmi les bambous frêles qui ressemblent à des graminées le village, vieux, caduc, immobilisé depuis je ne sais quelle époque de l'histoire d'Annam. Le matin, à notre arrivée, c'est moi qui ai été chargé de mettre le premier pied à terre, de chercher la demeure du mandarin, de lui annoncer la déroute de Touane Anne, et puis de le ramener à bord faire sa soumission au commandant. On m'avait donné pour cette aventure 6 gabiers, choisis par moi, et c'étaient des vrais, je vous le garantis, armés de Kropatschek, note, fusil à répétition, utilisé dans la marine depuis 1878, et de revolvers, de quoi tout bouleverser. C'était amusant d'entrer dans cette rivière, de faire cette promenade risquée, de découvrir cette petite ville au soleil levant, de réveiller ce monde, de venir imposer sa loi au milieu de cet inconnu. Parmi les cocotiers, parmi les beaux arbustes aquatiques qui étaient couverts de fleurs, parmi les bambous qui s'élançaient aussi légers que les folles avoines de nos champs de France, on voyait défiler les vieilles cases de paille, les vieilles pagodes aux toits hérissés de diableries, les vieux petits monstres de porcelaine grimaçant, ayant l'air de vouloir jeter des épouvantes mystérieuses, avec leurs yeux de verre. Chez le mandarin, un vieillard à cheveux blancs, à tête de mongol qui tremblait dans sa belle robe bleue en nous voyant venir, tout était encore plus antique, poussiéreux, momifié, mort. La grande case obscure se remplissait peu à peu de gens qui entraient silencieusement pour entendre et rester debout. Des têtes carrées, militaires, beaucoup de vieillards, toujours des figures de Mongols, des barbiches de Hun, un groupe de six Chinois, entrés d'un air cauteleux, reconnaissables ceux-ci, à leur peau plus blanche, à leur mine efféminée, leurs robes de soie, leurs longues queues, mauvaises gens d'ailleurs, fermant des révoltes en Annam. Et au milieu de ce monde debout, mes gabiers, assis autour de moi à la table d'honneur, se donnaient des airs de conquête. Nous prenions du thé, plusieurs tasses d'un thé exquis, qu'on nous servait dans de vieilles porcelaines précieuses, sur un merveilleux plateau incrusté, vraie pièce de musée. Pour nous sept, une seule cuillère de plomb, qu'il fallait se faire passer pour remuer son sucre. Dans les fonds noirs de la case étaient accrochés des objets de cérémonie, lances, grands parasols officiels, grands palanquins jadis somptueux ornés de petits monstres d'or et tout rongés de poussière. Au milieu d'un silence profond, je fis le récit de notre victoire, de notre traité avec la cour d'Annam, puis je posai mes conditions qui furent acceptées. L'interprète traduisait lentement mes paroles. On n'entendait que le bruit très léger des éventails et des chasse-mouches. On me reconduisit après avec de grands honneurs, une suite et des parasols. Nous étions repartis sans nous être servis de nos armes, sans avoir rien brisé ni pillé. La suite manque. Alors, dans son soulagement d'être débarrassé de nous, le vieux mandarin sacrifia un porc aux esprits de ses ancêtres. 1 heure après il vint, comme il l'avait promis faire, sa soumission à bord. Depuis,
Je suis revenu me promener seul, en ami, dans Tourane. Tout m'y a semblé banal. Je n'y ai plus rien trouvé du charme de cette première visite. Je n'aimerai jamais ce pays. Monsieur l'officier, italique, lettre. Je vous présente 3 crapauds que vous m'avez demandé la veille. Signé l'interprète. 4 septembre. Note en bas de page. Propos d'exil. Italique, donc une lettre. 3 petits points. Oh Irda, j'ai eu ce matin la douleur de perdre un de mes 3 crapauds. Mon matelot a prononcé avec son accent breton ce court éloge funèbre. Ça, c'est tout des sales bêtes, capitaine. Fin de guillemets. Et puis il l'a emporté à sa dernière demeure avec des pincettes. Oh Irda, je suis comme vous. C'est le milieu de l'échelle que je ne puis admettre. Voilà pourquoi je suis si bon camarade avec mes gabiers. Ils sont ce que j'aurais le plus désiré être moi-même. Ils sont simples, primitifs, beaux. Tout le reste n'est que vanité, leurre, trompe-l'œil, fatras. Et puis surtout, ils représentent à mes yeux la jeunesse. 6 septembre, Tourane, plus 2 jours. Toujours italique, lettre. 3 petits points. Par un paquebot inattendu, qui nous a jeté un sac de lettres en passant, reçu celle que vous m'écriviez du Mont d'Or, avec les petits œillets roses m'apportant encore une odeur douce de France et des dunes de mon pays. Je voudrais pouvoir vous envoyer en retour les bouquets, les gerbes de fleurs que j'ai là sous mes yeux dans le capharnaüm de ma chambre. Fleurs jamais vues par vous, jamais soupçonnées, jamais senties. Elles vous porteraient une intense impression d'inconnu. Des couleurs fausses, sans nom, des orchidées, fleurs mouches, d'une morne aurore pâle comme certains crépons de la Chine, des blancs crèmes teintés de vert, et puis des parfums et des feuillages. Je les ai cueillis ce matin, ces gerbes, dans ces grands bois des montagnes qui nous entourent, où notre interprète, un gamin de 15 ans, une drôlatique petite figurine de potiche, prétend qu'il y a beaucoup Monsieur Tic et beaucoup Monsieur Macaque. Note, propos d'exil. 10 septembre, plus 4 jours, écriture droite. En m'éveillant, je regardais la fraîche mousse sur laquelle j'avais dormi. Elle était semblable aux mousses de France, et il y avait aussi des graminées fines, rappelant celles des bois familiers, où j'ai vécu enfant, à l'ombre de très grands chênes, sur un sol pierreux favorable aux bruyères. C'était au pied d'un vieux petit mur, dans un recoin très ombreux, et il n'y avait non plus rien d'étrange. Le bas de ce petit mur que je voyais là, tout auprès de ma tête, il était comme ceux des maisonnettes de nos villages, autrefois blanchis d'une couche de chaux à la manière campagnarde, maintenant tout verdi avec des capillaires dans les trous. Sans doute quelques cabanes abandonnées, isolées au milieu d'une région touffue d'arbres. Autour de soi, on devinait les profondes épaisseurs de vertes, 3 petits points. Et j'eus la sensation complète pendant 2 secondes, la sensation du pays, avec le charme de nos étés de France. J'eus donc l'illusion d'un de mes réveils d'enfant, dans quelque bois de la Roche-Courbon ou de la Limoise. Pourtant, ce grand vent qui passait dans les branches, qui passait toujours, ce grand vent était bien chaud et charriait des senteurs inconnues. Puis j'entendis près de moi gémir la mer, et au-dessus de ma tête un son des plages lointaines, me jetant tout à coup dans un monde confus de souvenirs d'ailleurs. Alors je regardai en haut. Dans la lumière excessive de ce ciel, un cocotier monté sur sa tige longue tordait ses grandes plumes échevelées. Cela, c'est une tristesse, un bruissement particulier aux plages d'Océanie, et il me vint pendant 2 autres secondes le ressouvenir poignant de 1000 choses tahitiennes déjà oubliées, hélas, effacées
Je me relevai, me demandant est-ce que je suis là? Mais non, mes yeux rencontrèrent le haut de ce petit mur, qui m'avait rappelé les villages de Saintonge. Je vis qu'il était festonné à la chinoise, tout hérissé de cornes, de formes mystérieuses et brusques, rongées par le temps, et un monstre de porcelaine, penché sur le rebord du toit, me regardait avec un rictus asiatique. Alors ce rire de porcelaine me rendit conscience d'être dans ce pays lointain, lointain, incompris par moi et odieux, où j'ai fini par venir, après avoir tourné autour et l'avoir évité pendant tant d'années. La Chine, l'étrange Chine, j'y suis donc. C'est dans quelque recoin perdu de la grande terre chinoise que je dormais là, tranquille, ce sommeil d'été. J'eus alors un regret poignant, très déchirant, de nos beaux étés de France, de ces belles années les dernières peut-être de ma jeunesse, qui vont être perdues ici, emportées, consommées loin de tout ce que j'aime ou que j'ai aimé. Oui, endormies près de la vieille pagode déjà familière, qui est dans l'île verte, seule, au bord de la mer, et où les pêcheurs viennent prier Bouddha de remplir leurs filets. Et sans ouvrir mes yeux, je retrouve dans ma mémoire la grande baie aux montagnes sombres, où est au milieu cette île verte, et l'intérieur même de l'antique petite pagode solitaire, je le retrouve aussi, avec toutes les idoles, les monstres, les vieux gnomes, pleins de salpêtres qui sommeillent là dans l'obscurité du sanctuaire. Comment suis-je venu dans ce pays de Touraine, un lieu perdu, ignoré, au bord de la mer de Chine, et quand reviendrai-je de cet exil? Cela s'est fait très vite, un ordre de départ venu comme un coup de foudre, un beau jour de printemps, et il a fallu partir sans regarder derrière, laissant tout, patrie, famille, amour, projet d'amour pour l'été qui allait venir et qui m'enivrait. Il y avait la guerre au Tonkin ici dans cet enfer jaune, et vite il a fallu tout quitter, tout, et ce printemps délicieux de France, aller sans délai, s'embarquer à Brest. Elle n'était pas tout à fait prête, cette Atalante, quand je suis arrivée à Brest. Et je suis restée 8 jours. Je ne l'avais jamais vue si ensoleillée, cette grande ville triste de Brest, qui est pour moi un lieu rempli de souvenirs, d'impressions intraduisibles. Je n'y avais jamais vu un printemps si beau. C'était en mai, la rade était bleue, à terre il y avait du soleil et des fleurs. Dans les rues, une gaieté et un tapage inusité de matelots. Jusqu'au dernier jour, à la dernière heure, je m'étais débattue pour ne pas partir, cherchant des permutants partout, mais non. Tout le monde en avait peur de ce Tonkin, on n'en voulait pas. Et dans ces derniers jours, dans ce Brest, un amour breton, sensuel, inattendu, périlleux, fait de hasard et de printemps, mettait une espèce de fièvre dans mes nuits. Ces nuits courtes qui commencent tard et où le jour revient à 3 heures. Et je m'y jetais tête baissée dans cet amour-là par désespoir, à cause de l'autre, l'amour rêvé, le rendez-vous délicieux projeté pour l'été, et que ce Tonkin allait me ravir. Et puis, je me souviens aussi de cette journée d'adieu passée à Rosporden, avec mon cher petit filleul, dans la maisonnette de granit que mon pauvre Pierre avait désertée lui aussi. Quel temps rare et splendide, comme dans nos jours heureux de juillet 1880. Les bois déjà si verts, les fleurs de mai à profusion, partout, les dernières digitales roses, les premiers silènes dans les chemins ombreux, comme
Je le sentais, ce charme breton, au moment de lui dire adieu, peut-être pour toujours. Avec quel serrement de cœur j'embrassai petit Julien le soir de mai, quand le train partit et m'emporta. Puis vint le jour de l'appareillage. Aucune de mes démarches n'avait réussi. Je n'avais trouvé de permutant nulle part, alors je compris que bien définitivement il fallait partir, dire adieu à tous. La Talente appareilla, toujours par ce temps lumineux de mai. On fit à bord le grand appel solennel des départs. Nous nous comptions tous, nous dévisageant compagnons nouveaux assemblés par le hasard, lancés dans cette aventure, et la Talente en marche sortait des passes de Brest, et les côtes bretonnes s'éloignaient dans les infinis de la mer immense. Mon cœur se déchira d'un coup. C'était fini, j'étais en route pour cet enfer jaune d'Asie, avec un pressentiment de ne revenir jamais. Un grand typhon, note, voire propos d'exil, passe sur Tourane, chavirant tout, jetant les maisons à terre avec les arbres, tuant du monde, une vraie désolation. La Talente tient bon à l'abri d'une montagne. Pendant quelques heures, c'est très sinistre. C'est en plein midi, le plus fort de ce typhon. On ne voit plus rien. On entend un grand bruit horrible. La mer fume comme une eau bouillante. Mercredi 1er octobre, plus 20 jours. Toujours cet exil de Tourane. C'est le soir, quand le soleil se couche dans des teintes chinoises, étranges, glaciales, derrière ces hautes montagnes d'un noir intense ou d'un gris de fer, aux découpures sinistres. C'est le soir qu'on se sent perdu ici, comme exilé à jamais. Comme c'est loin le reste du monde. 11 octobre, plus 10 jours, Tourane, vers 2 heures du matin. Italique. Une lettre. Vos lettres des derniers jours d'août me sont arrivées cette nuit, ô Irda. Je vous remercie de ne pas m'oublier. C'est à vous que j'ai écrit les plus longues lettres depuis ce dernier départ de France. Aujourd'hui, même à vous, j'écrirai très peu, vous me pardonnerez. Je traverse de mauvais jours de lassitude. J'ai toujours le même intérêt à lire des lettres qui me viennent de France, seulement je ne sais plus répondre. Je connais cela, il est déjà éprouvé ailleurs. C'est le voile qui se tisse lentement sur les choses trop éloignées. C'est l'anéantissement par le soleil, la monotonie, l'ennui. Comme tous ces événements de huée se sont agrandis en venant jusqu'à vous. De grandes émotions, de grandes luttes, dites-vous? Ah, mon Dieu, non. Si vous aviez pu voir avec quel calme ennuyé je faisais pointer mes pièces sur ses ennemis pour rire, en moi rien n'a vibré. J'ai écrit tout cela pour qu'Alman les vît par procédé, avec dégoût pour de l'argent. Ne le lisez donc pas, c'est bien mauvais. J'ai enveloppé mes dernières lettres dans des morceaux d'images anamites, n'ayant plus de papier plus convenable. J'ai eu peur. Continue. J'ai eu peur, après, de vous avoir déplu à cause de madame V, qui aura jugé cela bien enfantin. Nous commençons à être ici dans un dénuement complet de 1000 petites choses usuelles. Autrement, toujours le même train de vie que rien n'anime. Un grand typhon est venu la semaine passée rafraîchir notre air. Dans Tourane, une vraie désolation. Les 3/4 au moins des maisons sont tombées, beaucoup de noyés. Les gens campent sur l'herbe, ramassant les cassons de leurs bouddhas et de leurs magots. Nous avons pu tenir à l'abri derrière une grosse montagne. Ô Irda, je vous envoie toute mon amitié. À la suite du typhon, j'ai pu me procurer 4 paires d'oiseaux mystiques en bois sur des tortues. Vous choisirez les vôtres. Ils n'ont pour eux qu'une certaine physionomie étrange, prise en habitant longtemps dans la poussière des pagodes. Pardon de cette sotte petite lettre. Vendredi 12 octobre. Une très longue promenade du matin dans Tourane, la fouille habituelle des cases, des pagodes, en compagnie de P. le Scoarnec, par une pluie torrentielle, 1 heure à l'abri chez la vieille marchande d'images, au coin du marché. 17 octobre, plus 5 jours. Arrivée de la Saône, cette nuit. Voir propos d'exil. Pour nous prendre la moitié de l'équipage. Tourane, octobre, 2 heures du matin.
voir propos d'exil. Italique. Chère Oirda, vous êtes en ce moment ma plus grande amie dans le sens doux et simple de ce mot, mon camarade préféré. Hier, je vous ai écrit une lettre ennuyée très froide, que j'ai datée du 20 par erreur, car je ne sais plus les jours. C'est que je suis très inégale en amitié comme en tout. J'éprouve encore de temps en temps le besoin de m'éloigner, de me reprendre avec vous surtout, qui êtes une nouvelle venue et dont la fantaisie de femme passera vite. Tant pis si cela passe. Comme vous me charmez beaucoup, comme vous entendez mieux que personne ce que je dis à l'heure présente, je suis tout à vous. Je vous écris cette nuit dans un sentiment de très intense tristesse. Savez-vous en France ce qui se passe du côté du fleuve Rouge? Cela va mal, assurément. Mais nous ne savons rien. Un bateau, la Saône, vient d'arriver ici précipitamment pour nous prendre au plus vite des hommes de renfort les meilleurs, tout ce que nous pouvions donner avec ordre de les embarquer la nuit, de cacher aux Anamites ce départ, ce grand vide à bord, et ils sont partis ce soir. Cela impressionnait très péniblement de les voir s'armer tous à la hâte, ranger leurs sacs, leurs vivres, faire leurs adieux. Tous mes pauvres gabiers, ceux qui m'apportaient de si belles fleurs, s'en sont allés, mon ordonnance aussi, celui qui prononçait des oraisons funèbres pour Crapaud, vous souvenez-vous? Il mettait dans mon logis beaucoup de vie, de bonne gaieté. Il m'a demandé la permission de m'embrasser en me quittant. J'ai reçu 1000 petites recommandations pour des fiancés, ES, des femmes, des petits-enfants. Ils m'ont confié leur argent, leurs montres, leurs petites choses précieuses, ne sachant pas ce qu'ils vont devenir. Un seul lieutenant de vaisseau est parti avec eux. Nous nous connaissions depuis 17 ans, celui-ci et moi depuis l'école. Un bon et fidèle camarade, le seul ici, auquel j'avais à peine pris garde jusqu'à ce jour, et je me suis attachée à lui tout à coup, en recevant son baiser d'adieu, ses recommandations pour ses petites filles, pour la femme, que j'ai promis d'aller voir s'il est tué. C'est un peu sinistre de les voir partir, s'entasser dans les canots qui les emportaient au milieu de la nuit noire, un peu de champagne dans les têtes, le bruit des armes, des adieux, des vivats, le bruit du vent et de la mer, l'obscurité profonde de cette nuit d'orage. Ils sont tous partis. Où sont-ils allés? Que vont-ils devenir? Reviendront-ils? Où les emmène-t-on? On tient tout cela mystérieux, même pour nous. À la place de ces beaux jeunes hommes que l'on sacrifie, je voudrais voir devant les halles chinoises tous ces gouvernants misérables qui les y ont envoyés, vieux députés, issus de chicanes ou d'épiceries, vieilles loques humaines qui ont décrété la chose de Paris du fond de leur fauteuil à rond de cuir. Quelle aventure insensée que cette guerre, commencée on ne sait pourquoi, par 2 ou 3 fous qu'il aurait fallu désavouer, continuée par un gouvernement inepte, menée par des chefs incapables. J'ai dormi 2 heures sur ce départ, jusqu'au moment où un timonier est entré dans ma chambre et m'a dit en allumant une bougie: Capitaine, il est minuit moins le quart. Alors, j'ai vu s'éclairer toute la compagnie alignée de mes Bouddhas et de mes magots, me donnant dès le réveil le sentiment de l'exil, de l'extrême Asie. Je me suis levée triste pour faire le quart sur un bateau à moitié vide. D'abord, j'ai pris pour me distraire le livre de Leila Hanoum. Note: Leila Hanoum, pseudonyme d'Adrienne Delcambre, a publié en 1883 La baigneuse de Brousse. Le livre de Leila Hanoum que vous m'avez envoyé et que je n'ai pas fini de lire. Je suis mal tombée sur un passage charmant qui m'a causé une angoisse de souvenir. C'est à Sultan Mehmet, précisément, le passage dit, guillemets, un matin du mois de mai, alors que les fleurs de jonquille se vendent par monceaux à Stamboul, fin de guillemets. Ah, mon départ de Stamboul, Oirda. Comment dire ces impressions-là, si compliquées, où il y avait l'affreux déchirement de la quitter, elle, et puis la tristesse morte de cette grande ville de l'islam, et puis le charme du printemps,
un grand vent déjà tiède, semant dans les petites rues désertes les fleurs des péchés. Ces derniers jours, où ce grand vent retardait notre départ, ces heures de grâce, ces dernières courses, avec mon pauvre petit Achmet qui est mort, dans ce Stamboul où le printemps naissait, où les premières jonquilles se vendaient à tous les coins de rue, répandant partout leur odeur suave. J'ai fermé le livre pour vous écrire. La nuit est devenue très calme, le bord plus silencieux que de coutume. On entend seulement la plainte régulière d'un malheureux qui se meurt d'un abcès au foie, une des maladies de ce pays. Nous restons ici, nous, par ordre de l'amiral, et pour combien de temps? Nous ne ferons rien, nous ne verrons rien, nous ne saurons rien. On nous oublie dans ce petit Touran, le coin le plus malsain de la Nam, qu'on appelait autrefois le tombeau des Français, où 1200 hommes sont morts de la fièvre en un été, lors de la première occupation sous l'amiral R de Genouilly. Ils sont dans une plaine que je visite de temps en temps le soir. On y voit encore des petites croix de bois tombées sous les ronces et les lianes. Nous n'avons encore perdu personne, mais beaucoup sont minés par la fièvre, et puis on sent une sorte d'anéantissement lent, contre lequel on peine à réagir. Notre commandant est un vieillard, incapable d'action, fini, nul, qui ne sait même pas ici nous faire respecter des anamites comme il faudrait à coups de bâton. D'ailleurs, un mouvement en masse s'organise dans tout l'Annam contre les Français. Ce matin déjà, une foule d'hommes s'est jetée sur 3 matelots qui coupaient des fourrages pour nos bœufs. Des espions sont venus nous dire qu'à Hué, on attend la fin des funérailles de l'empereur pour tout recommencer, et le coup de main de Tuan Han ne signifiera rien. Ce sera long et difficile, à moins que nous n'acceptions des conditions très dures que la Chine nous prépare. Je suis à peu près le seul des officiers m'amusant à me promener dans Touran. J'irai encore ce matin, tout à l'heure, quand il fera jour, recommencer la tournée habituelle des pagodes et du marché, toujours armé, et avec beaucoup d'insolence et un rotin. Note, une canne de bois de rotang, comme en portaient les élégants des boulevards parisiens. Je rêve un incident qui me permette de me servir de mon revolver, qui mette le feu aux poudres, qui fasse sortir de sa quiétude le vieillard qui nous commande. Comme j'aimerais voir tomber devant moi quelques-unes de ces odieuses têtes jaunes qui sont cause que je languis ici, mais je ne réussirai pas. On me connaît à présent. On sait que j'ai des galons sur mes manches. Alors, on s'écarte en me faisant tchin-tchin avec des airs bon enfant qui me désarment, et je me mets à rire. Toujours pas de nouvelles de Rosporden. Pierre m'écrit qu'il n'en a pas non plus. Cher Oirda, nous comptons que vous ferez ce que je vous ai demandé. Votre Lottie. Jeudi 18. Le lendemain. Après le brouhaha du soir, ils partent tous. Destination inconnue, mauvais temps, nuit noire. Samedi 20, plus 2 jours. Voir propos d'exil. Temps splendide comme l'été. Expédition au village de Sun An, au pied des portes de fer. Monseigneur Hongkok, note, Hong Kok, pour les Anamites, la terreur qui vient en forêt du Tigre comme en mer du dragon. Reprise. Monseigneur Hongkok était venu la nuit dans le village. On brûlait des bougies parfumées devant sa statue pour l'empêcher de revenir, une petite vieille pagode exquise, une fine d'antennes de porcelaine, dans un lieu profond et ombreux, sous de grands arbres roides et sombres, de l'espèce arbre à pagode. Le mandarin du village était mort. Une vieille femme, la veuve, nous vend ses lances, ses plateaux, ses parasols. La statue de Monseigneur Hongkok, Monseigneur Tigre, est un grand haut relief sur un petit mur debout aux portes du village. Il est peint de couleur naturelle, avec des moustaches en crin et des yeux de verre, l'air terrible et faisant comme toutes les figures de cette extrême Asie une grimace chinoise. Le gac, le gabier de grand mât, en a son fait, Faix, de porter nos plateaux, nos vases et nos lances, toutes les dépouilles du mandarin mort. Touran, 15 novembre, environ plus un mois environ. Une lettre en italique.
Oirda, vous qui êtes une personne très fine, vous pourriez peut-être me découvrir qui m'a écrit cette lettre sous le timbre de Schlangenbad. Note, station balnéaire du Hesse, près de Wiesbaden, en Allemagne. Enfantin et barbare, dit-elle, c'est bien la plus exacte définition qu'on puisse donner de moi-même, qui ne suis pas définissable. C'est aussi la définition de Pierre, et c'est aussi tout le charme de mon frère Yves. À vous, je n'ai jamais montré que l'enfant. Mais le barbare existe lui aussi, et n'est pas trop mauvais. C'est l'espèce de garçon civilisé qu'on a essayé de greffer par là-dessus, qui a mal pris, poussé de travers, qui est manqué. Il s'est passé plusieurs très petites choses dans notre existence depuis ma dernière lettre. Un léger typhon, des gens qui sont morts et qu'on a enterrés, des nouvelles de nos camarades de la compagnie de débarquement, etc. La Talente est devenue un réceptacle de toutes sortes de gens et de choses. Il faut fermer ses portes à présent comme dans un mauvais lieu. Des soldats, des éclopés de Tuan Han, des mourants, des anamites, des matas, note, soldats des troupes indigènes, des prisonniers chinois, des pirates de l'île d'Hainan. C'est drôle de voir la désinvolture avec laquelle les matelots traitent tout le monde. Ce matin, je faisais virer au cabestan, vous connaissez Irda, cette énorme bobine dont chaque rayon est une brochette d'êtres humains. C'était amusant de voir tourner cela, un vrai musée de Tipex et de costumes d'Asie tournant, tournant, comme aux chevaux de bois. La semaine dernière, nous avons été chargés de faire parvenir au roi d'Annam une ambassade et des présents magnifiques. Cela nous a donné beaucoup d'occupation. Cela s'est perdu en route. Il a fallu courir après, faire des perquisitions dans les villages, etc. Enfin, c'est arrivé. Nous endurons une foule de petites privations bêtes, et personne ne nous plaindra, parce que nous ne servons à rien. Plus un sou dans nos bourses. On ne nous a pas payés depuis 6 mois. Plus de savon. Auriez-vous jamais imaginé ce genre de privation-là, manquer de savon? Notre linge lavé dans l'eau saumâtre par nos matelots et sentant le chinois. Je ne sais pas si je vous ai dit que j'avais très bien remplacé mon ordonnance, mon pauvre Germain. Et c'est une grosse question, car à bord, on vit dans une communauté forcée avec son ordonnance. Justement, mon préféré entre tous, qu'une légère blessure a empêché au dernier moment de partir avec les autres, il est du pays de Goëlo. Note, propos d'exil, où Loti le nomme Sylvestre Mohan, comme le personnage de Pêcheur d'Islande. Il est du pays de Goëlo, comme votre ami Renan et mon frère Yves, d'un hameau près de Plouerzel, et se nomme Pierre le Scoarnec. Un peu trop encombrant, c'est tout ce que je lui reproche, mais ce n'est pas sa faute. Plus haut et plus large d'épaules que ma porte n'est grande, des bras effrayants, aussi durs que les miens, mais dans des proportions très augmentées. Une grande barbe noire, de loin un air terrible, de près une jolie figure, douce, naïve, 21 ans, des yeux bleus tout jeunes, les manières, les inflexions de voix de candeur d'un petit enfant. Lui et Tuduc, le jeune chat de l'équipage, qui a adopté ma chambre, une robe gris mouchetée, un air très fin, le haut de la queue et le dessous du cou blanc, sont les 2 camarades que je gâte le plus. Ils se ressemblent d'ailleurs, malgré la différence de leurs dimensions. Même démarche, même façon câline, l'esprit aussi peu cultivé l'un que l'autre, tous 2 absolument primes-sautiers. De mon hamac d'aloès, je les vois, Tuduc et Scoarnec, entrer ou sortir, l'un portant l'autre, puis vaquer à leurs petites occupations, dans ma chambre, parmi les bouddhas et les fleurs, avec la même souplesse silencieuse. Tuduc sait sauter quand on lui présente les mains en rond. Scoarnec, lui, ne sait pas, mais il écrit à sa maman en goélo, ce qui est assurément bien plus difficile, vous en conviendrez avec moi, Oirda. Ne pensez pas que nous avons bien chaud maintenant dans notre Tourane. On y sent très bien l'approche de l'hiver. Des pluies, des journées sombres,
comme en Bretagne, et courte, comme nos journées d'automne. C'est une tristesse de plus. En dehors de quelques expéditions agitées, nous avons beaucoup de loisirs, mais je ne travaille pas. À la tombée des nuits, j'ai très bien cette impression de novembre, vous savez, qui serre le cœur. Je songe à ma mère et à ma vieille tante, toutes seules là-bas, m'attendant, au coin de leur feu. Votre Lottie. Avez-vous remarqué, Oirda, qu'au réveil, on a toujours un renouveau d'affection? Note, propos d'exil, propose une version très développée de ce rêve. Je reprends. Qu'au réveil, on a toujours un renouveau d'affection pour ceux à qui on vient de rêver quand ils vous ont été sympathiques dans le rêve. Vous aviez été invraisemblable, dépareillée, incohérente, mais mon petit filleul, je regrettais beaucoup sa petite tête brune qui s'était appuyée contre la mienne. Près de moi, il y avait bien Tuduc qui dormait dans la pose étalée, heureuse, d'un jeune chat qui a très bien déjeuné. Et puis, je vis aussi le dos large de Squarneck, masquant mon sabord. Il était en train de conclure un grand marché d'ananas avec la lune, qui était dans sa pirogue à l'extérieur, et dont on voyait la grosse figure ronde. La lune, c'est une marchande anamite qui doit être âgée de 18 ou 20 ans et qui vient chaque jour vendre des fruits le long du bord. Elle répond à ce nom que les matelots lui ont donné parce qu'elle est toute ronde, très comique. Elle allongeait sa main jaune, son bras potelé, pour compter elle-même ses 30 sapèques, monnaie de faible valeur, comme pour en éviter la peine à Squarneck. Mais lui répondait à voix basse, de peur de m'éveiller: non pas, non, parce que toi, coquine la lune, toi, voleuse, tu comprends. Et il égrenait lui-même à regret ce dernier chapelet de sapèques de cuivre qui représente à présent notre fortune à tous deux réunis. Derrière eux, le fond était assez beau. C'était dans la lumière claire, cette grande montagne où passe la lune de huée, la gorge profonde où est cette porte qui s'appelle porte des nuages et qu'il faut franchir avant d'arriver à la ville du roi invisible. Je crois que c'est cette figure comique de la lune qui jette pour moi un reflet drôle sur tout ceci. Raconter cela n'a plus de sens. Tourane, 15 novembre, toujours le même jour, toujours italique, toujours lettre A-E-P. Note, la matière de ces deux lettres se retrouve dans la section 7 de Propos d'exil. A-E-P. Un tas de choses ont eu lieu, des choses baroques, amusantes, bêtes, et puis les impressions du lendemain emportant celles de la veille. Le tout a passé sans laisser de traces. Aujourd'hui, grand calme, midi, heure de sieste. Dans ma chambre, ça sent le chinois, une odeur qui nous a peu à peu imprégnés, nous, nos vêtements, nos bibelots, tout. Mes bouddhas sont bien alignés sur mes étagères par rang de taille. J'ai aussi des éléphants d'ébène, des grues mystiques montées sur des tortues, du thé, du riz. Près de moi, mon ordonnance Pierre Scoarneck, un grand enfant breton du pays de Goëlo, fourbit consciencieusement une lampe de pagode. Par le sabord ouvert, on voit de hautes montagnes très pointues, ayant un air drôle, et puis la nappe bleue de la mer, toute couverte de jonques de pêche. Les pêcheurs coiffés de ces chapeaux en forme d'abat-jour, vous savez, comme sur les paravents. Et puis, pêchant vite, avec une facilité invraisemblable, comme des gens montés par une manivelle. Les filets se relèvent, remplis de poissons sautillants qui brillent comme de la poussière de nappe. Par ma fenêtre ouverte, c'est dans la batterie de l'Atalante que plonge la vue. Là, ça sent le chinois, encore plus fort que chez moi. Il y a par terre, à plat pont, une couche d'objets étranges, de gens hétérogènes, confondus pour le moment dans le sommeil lourd de la sieste. Des sacs de soldats, des voiles, des balauderies, un chat dormant couché en rond dans un gong, des matelots nus dormant la tête sur leurs beaux bras athlétiques, des passagers chinois maigres comme des fakirs, dormant tout droit et tout raides comme des magots. Deux jeunes efféminés d'Annam, en robe de soie noire, étendus dans des poses molles, les cheveux partagés en bandeaux, avec un nœud d'Apollon. Notre chevelure relevée en arrière et attachée par un nœud.
nœud d'Apollon sur la nuque, comme se coiffaient nos grands-mères. Par là-dessus, un petit chapeau bergère d'une forme watteau, note, chapeau plat évasé, des pirates de l'île d'Hainan, dormant la bouche ouverte, montrant leurs dents blanches. Beau type d'asiatiques, ceux-ci, les longues tresses de leurs cheveux noirs, enroulés en turban autour de leur tête mâle. De pauvres soldats, de pauvres artilleurs, rongés de fièvre et de dysenterie, squelettes pitoyables à la figure terreuse, qu'on enterrera peut-être demain, haletant dans leur sommeil, comme des gens qui vont mourir. Et à bord, tout cela travaille, les mourants exceptés, pour remplacer la moitié de nos matelots que nous n'avons plus. Ce matin, je m'amusais de les voir tous à mon commandement, virés au cabestan devant moi. Vous connaissez le cabestan? L'énorme bobine qui tourne comme les chevaux de bois à la foire. Tournent les bergères Watteau, tournent les Chinois empêtrés de leur longue queue, tournent les matelots, les Cambodgiens, les pirates, et ce salmi d'êtres humains, brassé comme dans une marmite énorme, était assez l'image des choses que nous faisons ici, que nous voyons ici, galimatia de race, pêle-mêle d'inepties, de lâcheté, de massacres, de drôleries, d'invraisemblances, renversement de toutes les notions de morale, de droit, de propriété, de décence, même de couleur et de perspective et de paysage. 6 semaines déjà que nous sommes dans ce petit pays de Tourane, loin du Tonkin, loin du mouvement expéditionnaire menant une vie lourde, monotone, accablée de chaleur. Il y a près de l'Atalante un îlot que j'ai adopté. Ce n'est qu'un bois, enchevêtré de lianes et de jasmin. J'y vais souvent le soir après l'ardeur de midi quand le soleil baisse. Toujours seul, nu, avec quelques-uns de mes gabiers, j'essaie d'y vivre dans l'innocence des plantes. Il y a dans mon îlot, sous les arbres, une vieille petite pagode abandonnée. Elle nous sert de cabine de bain. Nous déposons nos vêtements sous la garde des esprits, des vieux petits monstres horribles qui veillent dans l'obscurité du sanctuaire, et puis nous allons prendre un bain très long en jouant dans l'eau comme de vrais enfants. Imaginez que ce vieux petit sanctuaire étrange, diabolique de la pagode nous inspire une sorte de respect malgré tout, et nous y parlons bas. D'abord il y fait sombre, et puis autour des lieux où on a longtemps prié, il y a toujours des esprits, des essences inconnues qui flottent. Dans les églises bretonnes très anciennes, dans tous les vieux temples de toutes les religions du monde, j'ai éprouvé cette oppression du surnaturel. Tourane, 25 novembre. Toujours une lettre. Oirda. Je vous envoie cette dernière lettre de mon camarade Fouadloué. Note. Le lieutenant de vaisseau qui commandait le détachement ayant forcé la victoire à Tuan Han, qui est porté, lui, à la tête des marins de l'Atalante. Elle est pour le style et l'orthographe d'un pauvre soudard. J'efface au milieu un passage curieux mais inconvenant. Le reste, dans sa simplicité triviale, vous portera une senteur de guerre. C'est un garçon que j'ai en vraie estime, une sorte de gabier breton à l'endroit devant lui, sans peur, avec un dédain complet pour tous ceux qu'il croit capables de faiblir. Tuan Han, 27 novembre, plus 2 jours. Mention manuscrite en haut de la page, guillemets. Page donnée à Louis Barthou le 25 novembre 1932. Ouvrez la parenthèse. De la main de Samuel, le fils de Loti. Italique. Une lettre. Oirda, je vous écris ce soir dans des circonstances graves, le lendemain d'une journée sinistre. Hier, en venant ici, l'Atalante s'est échouée en pleine côte, sur cette côte d'Annam toujours battue par les brisants, presque sans refuge et où les canots ne peuvent atterrir. Vous avez vu quelquefois une pauvre mouche, un pauvre oiseau pris par les pattes à la glu? D'abord, on ne s'en aperçoit guère. Cela ne change pas leur aspect. Il faut aussi qu'ils soient pris par en dessous, perdus. C'est ensuite qu'ils se débattent, que la chose gluante vient mouiller leurs ailes, leurs têtes. Peu à peu, ils prennent l'air pitoyable d'une bête en détresse qui va mourir. Pour nous, c'était la même chose. D'abord, cela ne paraissait pas beaucoup. L'Atalante
était à peine incliné, c'était à midi, par un temps lumineux calme. Il fallait savoir pour comprendre que c'était très grave. Notre pauvre vieux bonhomme de commandant qui avait commis la faute faisait pitié. Il agitait ses mains en l'air en disant malédiction et perdait la tête. Comme officier de manœuvre, j'ai fait un quart pénible qui a duré 11 heures d'affilée. Et le soir venu, si vous aviez pu voir votre pauvre bateau arriver le matin si propre, pimpant, quel désarroi, inondé, souillé, les choses sans dessus-dessous, il s'était débattu, secoué de toutes les manières et restait toujours pris, cloué comme un bateau mort. La nuit venait, le vent se levait, la houle aussi. Cela tournait mal. Quand tout à coup, vers 6 heures, nous voilà allégés, partis, cassant toutes les amarres que nous avions envoyées autour de nous pour nous maintenir. Alors, on vit des gens courir comme des fous, de l'avant à l'arrière en criant. Nous flottons. Nous flottions en effet. Mais vous ne pouvez guère comprendre cette joie-là, vous, de flotter, de se sentir s'en aller, redevenir une chose légère vivante au lieu d'un commencement d'épave qu'on était tout à l'heure. Tuduc, le chat, a été très ému par cet échouage. Lui qui ne craint pas les mouvements de la mer, il comprenait très bien que ces secousses dures, ces bruits lugubres d'en dessous, et puis ces immobilités n'étaient pas naturelles. Il se cachait partout sous les canons en poussant des cris. Skoarnek a eu un peu peur lui aussi, et a pensé à sa maman. Il avait travaillé toute la journée de toute la force de ses bras. Le soir, quand ça a été fini, je l'ai fait venir dans ma chambre pour lui donner un bon verre de Bordeaux et l'entamure d'une miche blanche. Vous savez, la partie croquante qui est très bonne à manger. Ce petit souper l'a remis. Et cette nuit, 1 heure du matin, nous sommes mouillés devant l'entrée de la rivière de Hué. Nous attendions l'embellie, comme on dit en marine, pour faire passer un convoi de vivres par-dessus ces éternels brisants. Il fait calme, nuit chaude, étoilée, une houle lente et énorme, nous roulons, et on entend du côté de la plage le grondement sourd, continu, profond et brisant. Dans cette ville de Hué, qui est là près de nous, un grand drame se joue en ce moment. On détrône le roi qui avait signé le traité de paix. On lui coupe le cou, fort probablement. C'est le parti de la guerre qui triomphe. L'évêché, la légation française était cernée aux dernières nouvelles. Ce soir, au coucher du soleil, je regardais à la longue vue ce mirador du palais de Hué. Il me prenait une curiosité d'assister aux choses qui devaient se passer dans cette demeure impénétrable, entre ces gens invisibles. Impossible d'envoyer un seul homme à terre par-dessus ces lames creuses. Impossible de bombarder au hasard au milieu de tout ce monde où il y a des nôtres. Nous restons donc là, jouant encore une fois les inutilités stupides. Et à cette heure même, sans doute, nos pauvres camarades ont engagé la partie terrible au bord du fleuve Rouge. Combien reviendront-ils, hélas? 28 novembre, le lendemain. Écriture droite. Encore un temps lumineux, splendide. La mer est comme un miroir qui ondulerait très lentement. Les grosses montagnes de houle continuent de passer sans trêve, et nous roulons. C'est étrange, cette agitation de l'eau profonde avec ce grand calme de l'air. C'est comme si le lit des mers, trop rempli, voulait envahir les plages. Une escadre de jonques royales est venue mouiller près de nous. Elles arrivent d'Hainan, avec un chargement de riz pour la cour. Comme nous, elles attendent l'embellie. Les unes voilées en ailes de papillon, les autres en ailes de chauve-souris. Grandes voiles de paille nuancées aux découpures fantastiques, elles sont d'un roux ardent. C'est comme une troupe de grandes bêtes extraordinaires qui seraient venues se poser là, sur le bleu pâle de l'eau. Pas de nouvelles de Hué, ni du fleuve Rouge, et demain, si l'embellie ne se fait pas, nous retournerons dans notre Tourane. 1er décembre, plus 2 jours.